Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour tout le monde, merci d'être ici à cette heure-ci. Pourtant, il n'est pas si tôt que ça, j'ai l'impression qu'il est 6 heures du matin, mais en fait, il est 9 heures. Ravi de vous accueillir ici, à la Presse au Futur. Je suis accompagnée d'Ici Barbès qui se présentera, une agence avec laquelle je travaille. Et je m'appelle Anna Rognon-Désiré, je suis consultante moi, en stratégie de contenu. Je suis fondatrice du collectif Takeoff. C'est un collectif qui rassemble des professionnels du contenu et de la communication, surtout digital en ce moment. Et je travaille avec certes... Oui. Ah. Et là, faut que je me rappelle. Pourquoi vous montrez ça? Il y a quoi? Ah, il y a une barre de son qui marche pas. C'est normal? C'est pour pas... Ah ok. Vous m'entendez mieux si je me mets comme ça? Ok. Donc je répète rapidement. Je m'appelle Anna Rognon-Désiré. J'ai créé le collectif qui s'appelle Takeoff, qui est un collectif de communication et de stratégie de contenu. Je travaille avec des professionnels du digital surtout, sur différentes problématiques de contenu et avec des agences souvent, comme Ici Barbès qui se présentera juste après. Et par ailleurs, j'ai créé un média qui s'appelle Surf and the City, qui est un média autour du surf, du sport, de la beach culture, on va dire, qui est sur le digital, sur les réseaux sociaux pas mal, en tout cas qui a démarré comme ça et qui est aujourd'hui présent également avec un guide, un livre, donc du print. Et j'aborde les réseaux sociaux au quotidien avec mes clients, mes partenaires, etc. Et on est ici aujourd'hui, ce matin, avec tout ce monde. Merci encore d'être ici. Daniel Beau, avec qui je travaille sur le brand content, qui est là, qui nous posera peut-être des questions spécifiques sur le contenu. En tout cas, n'hésite pas, Daniel, avant de partir dans ton autre conférence. Et on abordera donc les tendances 2022 des réseaux sociaux, avec Ici Barbès, que je laisserai se présenter, avec 5 points clés. On s'est dit qu'on allait quand même structurer notre intervention parce qu'on est là qu'une heure seulement et on aimerait vous laisser quelques minutes pour des questions. Donc la première, c'est le retour aux sources des réseaux sociaux. Donc c'est Mathieu qui prendra cette partie, qui nous racontera tout ça. On verra aussi l'appropriation des contenus, comment on s'approprie aujourd'hui les contenus, en tout cas comment on doit créer des contenus faciles d'appropriation. On ira ensuite vers les métaverses. Donc je pense que tous on a envie d'en savoir un peu plus, Mathieu nous l'expliquera. On parlera de l'audio et des réseaux sociaux. Et enfin, en 5e point, on regardera les formats intéressants à développer pour 2022. Donc je me suis présentée, je vais laisser se présenter mes camarades et collègues d'Ici Barbès que je suis ravie d'accueillir avec moi sur cette conférence. Vous m'entendez? Ok. Donc Marie-Hélène Moudingo, je suis directrice associée. Vous m'entendez pas? Là, vous m'entendez? Bon, je vais enlever le masque malgré toutes les précautions à prendre. Donc je suis Marie-Hélène Moudingo, directrice associée de l'agence Ici Barbès. Donc l'agence Ici Barbès est une agence indépendante, une agence 360. Donc on réalise, on produit, on pense les réseaux sociaux, les contenus sur les réseaux sociaux de façon très intégrée dans la marque, pas uniquement de façon verticale. Et donc on va vous présenter avec Mathieu, donc surtout Mathieu, tout ce qu'on peut faire, ce qu'on produit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, comment on pense les réseaux sociaux pour les marques et le contexte peut-être aujourd'hui dans lequel évoluent les marques. Et donc j'aborderai ce sujet tout à l'heure à travers une enquête qu'on a réalisée. Et du coup, moi c'est Mathieu Bouteau, je suis directeur conseil chez Ici Barbès, donc je travaille avec Marie-Hélène et j'accompagne les marques dans leur stratégie social média, la création des contenus, mais aussi tout l'écosystème qu'il y a derrière. Et du coup, on va discuter tous ensemble des tendances pour 2022, avec en contexte quand même la crise Covid aussi, et les 2 dernières années, et la crise Covid qui est encore assez présente. Alors peut-être peut-être on y va directement. Oh là là, pardon. Avant de commencer et de parler de façon assez concrète des réseaux sociaux, il nous paraissait assez important de revenir sur le moment qu'on traverse, alors tous, qu'on a appelé à un moment donné post-Covid, mais en réalité Covid pleinement, puisque cette crise sanitaire, on la traverse depuis presque 2 ans, elle nous impacte toujours, et évidemment elle impacte nos façons de communiquer, nos façons en tant que marque, nos façons de recevoir aussi le contenu en tant que consommateur ou en tant que public. Et donc à l'agence, cet été, on s'est dit, mais
mais finalement aujourd'hui, quelle est cette audience à laquelle on parle? Qu'est-ce qu'elle attend? Est-ce qu'elle a modifié son comportement ou pas? On pouvait évidemment pas l'appréhender comme ce qu'elle pouvait être, comme sa configuration quelques mois plus tôt. Donc on sait, au fin août, on a réalisé une étude auprès d'un peu plus de 1000 Français qu'on appelle représentatifs, à savoir un public sondé de personnes âgées entre 18 et 65 ans en France métropolitaine, toute région, tout diplôme, tout sexe, etc. On leur a posé 52 questions avec environ, ils avaient à peu près 8 minutes pour répondre. Le premier retour qui nous a assez frappé, c'est ce chiffre-là, où ils nous ont dit, en gros, cette crise a fait 2 mois, en fait, en tout cas en partie une nouvelle personne. Et donc on s'est dit, waouh, c'est quand même assez fort, une nouvelle personne, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout par rapport à nos enjeux d'agence de communication, qu'est-ce que ça veut dire pour les marques? Et en gros, on a creusé un tout petit peu plus. Et en fait, évidemment, ce qui était peut-être un peu prégnant avant cette crise, eh bien, la crise l'a accéléré. C'est d'abord un impact important sur l'équilibre personnel. Et quand on appelle équilibre, c'est toujours par rapport à un autre item. Donc, évidemment, revenait de façon assez frontale cet équilibre vie pro, vie perso dont on parle assez souvent. Mais là, tout d'un coup, ça a pris un effet d'accélérateur. Sur son équilibre personnel, il y a aussi cette dimension un peu de personnel. On a beaucoup parlé, et on continue de parler, de l'aspiration à une certaine recherche de sens, de l'intérêt pour des problématiques beaucoup plus sociétales. Et finalement, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les individus, et on partage un peu toute cette préoccupation, on est aussi ce public-là. Finalement, c'est le personnel et c'est la dimension plus que sociétale, c'est la dimension sociale qui a repris aussi de l'ampleur. Donc ils ont découvert, là aussi, on verra, ça a un impact sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux ont joué un jeu assez important dans la façon d'animer aussi cette vie sociale pendant cette crise, et plus particulièrement pendant le confinement, qui a permis aussi d'ancrer certaines habitudes et qui a donné une autre place aussi aux réseaux sociaux. Donc, la prochaine... Voilà. Important aussi en termes d'information, on leur a posé la question de la confiance, donc envers des institutions, envers les médias, et cette notion de confiance, là aussi avec la surinformation dont on a pu être abreuvé. Et on se rend compte que très baisse de confiance envers les institutions républicaines, baisse de confiance envers les grands médias et une baisse relative de confiance envers les réseaux sociaux, qui ont été aussi des canaux assez importants de véhicules d'information pendant cette période, avec peut-être aussi des débats qui ont soulevé des questions, au-delà même des fake news. C'est surtout, encore une fois, cette surinformation. Donc baisse de confiance d'ailleurs qu'on constate surtout chez les surdiplômés. Néanmoins, quand on compare à cette baisse de confiance envers les grands médias et les institutions, finalement, ça reste relatif. Cet élément assez important aussi qui est de dire ce que nous ont dit les Français, ça allait être quoi leur préoccupation? Il y a toute une liste de réponses. Et ce qu'on rend compte, c'est les Français souhaitent prendre davantage soin de ceux qu'ils aiment. Si cette phrase peut sembler bateau, pour nous, on l'a traduit de façon assez différente, parce que ce dont on se rend compte, c'est l'intérêt pour le cercle rapproché. Ce qui compte, c'est le premier cercle relationnel. Le premier cercle relationnel, c'est ma famille. C'est moi déjà. C'est ma famille, ce sont mes amis. Et donc, en fait, on voit que se joue la dimension d'une solidarité de proximité. Et ça, il faut la mettre un peu en regard, encore une fois, des préoccupations plutôt sociétales. Et finalement, on se rend compte qu'il va falloir parler un peu autrement à l'audience, que les marques parlent un peu autrement à leur audience et leur parlent d'eux, en fait, de l'individu. Et pour nous, tel qu'on l'a traduit en tant qu'agence de com, c'est dire en fait, ça va changer les niveaux de discours qui vont travailler plutôt l'authenticité. Alors je ne vais pas déflorer ce qui va se dire après, mais ça a un véritable impact, encore une fois, sur la façon dont les marques doivent s'adresser à son public avec beaucoup moins de distance, avec beaucoup plus d'authenticité et avec une dimension immersive. Ce qu'on a pu voir aussi, on l'a vu tout à l'heure, donc évidemment tout le fonctionnement de notre planète sociale a été modifié avec la crise sanitaire.
Et l'impact le plus assez important, et ce qui était assez étonnant, c'est le retour un peu aussi des réseaux sociaux plus traditionnels. Et notamment, donc, on a vu voilà, que les Français ont surtout utilisé les réseaux sociaux, plus de 33% pour rester en contact, et une montée en puissance, vous avez dû aussi le noter, sur de WhatsApp, de Messenger. Donc, je vais peut-être te laisser la parole pour que tu ailles un tout petit peu plus loin sur... Voilà. Et du coup, effectivement, les réseaux sociaux, on s'est recentré sur l'utilisation de WhatsApp, Messenger. On a créé des groupes pour rester en contact avec son cercle proche, les amis, sa famille. Et on a aussi beaucoup utilisé les Zooms, les visios, Teams, que ce soit dans le travail et dans la partie plus professionnelle de nos vies, mais aussi dans la partie plus personnelle de nos vies, les fameux apéros Zoom. Et ça se ressent aussi dans finalement l'utilisation que les gens ont eue des réseaux sociaux pendant cette période, et et aujourd'hui elle continue d'avoir ces utilisations. Donc c'est un retour des communautés sur les réseaux sociaux. Alors il y a différents types de communautés, on va pas faire le catalogue de tous les types de communautés, mais on voit que en 2020, 2021 et potentiellement en 2022, on a des communautés qu'on appelle les communautés d'action, c'est-à-dire c'est Black Lives Matter, c'est le mouvement MeToo, donc qui date un peu de plus longtemps. En 2020, donc côté agence, on a eu le mouvement Balance ton agency, où ce sont des mouvements où finalement Balance ta rédac, après il y en a, je pense que Balance ton bar en ce moment, mais il y a en fait un mouvement communautaire, c'est des mouvements d'action communautaires où des gens se rassemblent autour d'un compte Instagram, d'un compte Facebook, de plusieurs comptes aussi. Black Lives Matter, c'est pas seulement un compte, mais c'est des comptes multiples et des mouvements pas forcément isolés sur un seul compte social. Mais donc ces communautés d'action, en fait, elles rassemblent des gens qui ont envie de changer les choses. Donc pour Balance ton agency, c'est un peu donner un coup de pied dans la fourmilière des agences, et pour pousser à l'action et pour un monde meilleur. Et on a aussi à côté de ça les groupes qu'on appelle les groupes d'intérêt. Donc là, c'est plutôt les groupes qui partagent des centres d'intérêt communs. Donc là, ça va être plutôt sur Facebook. Il y a toutes les communautés, les groupes Facebook autour des bitcoins par exemple, des NFT, etc. Donc il y a ces groupes en fait, et là c'est davantage des communautés au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'on va rassembler des gens dans un seul espace, et ces groupes-là sont hyper actifs, que ce soit donc sur Facebook dans le cadre de groupes, mais aussi sur Twitter également. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que les marques elles vont aussi s'appuyer en fait sur ces communautés pour créer des communautés à elles. Alors il y a certaines marques qui vont créer des communautés, on va dire au sens strict du terme, c'est-à-dire des groupes Facebook autour de leur marque. Donc c'est elles qui vont les créer. Il y a aussi sur Facebook davantage, mais il y a des groupes autour de l'informatique, des marques informatiques, de Nikon, de Canon, etc. Où du coup c'est des groupes qui vivent à côté de l'écosystème, on va dire, de marques, de ces marques-là, mais qui rassemblent quand même beaucoup de monde. Et après, il y a des marques qui insufflent aussi l'esprit communautaire dans leur communication. Là, on peut prendre l'exemple de Netflix, où ils vont reposer vraiment leur communication sur l'écoute de ce que pensent les gens, de ce que font les gens, de ce qu'ils consomment au quotidien, de ce qu'ils vont, comment ils vont utiliser le service Netflix. C'est un peu le bon copain Netflix, je crois. C'est ça. La ligne édito, c'est le bon copain. C'est le bon copain, c'est celui qui connaît parfaitement sa communauté et du coup qui s'appuie sur cette connaissance pour créer des contenus qui vont plaire à cette communauté, à ses membres, à ceux qui utilisent Netflix, et du coup les gens vont s'approprier en fait ces contenus. On va revenir pas mal là-dessus au fil de cette heure ensemble sur il faut que les gens s'approprient le contenu, il faut que les gens en fait
ce contenu en fait reflète ce qu'ils pensent, ce qu'ils utilisent, ce qu'ils regardent, ce qu'ils consomment sur les réseaux sociaux. Et après, donc là à l'écran, vous avez le cas Tabac Info Service. Donc c'est un cas, c'est la page donc, Santé publique France et avec l'assurance maladie. C'est une page qu'on gère de notre côté depuis maintenant 6 ans. Et en fait, on a repris en fait tous les traits communs, tous les attributs en fait d'une communauté pour créer une communauté d'entraide pour motiver les gens à arrêter de fumer, qui est l'objectif principal de ce service. Et en fait, on remarque que les gens s'entraident. Quelqu'un en commentaire va dire j'ai du mal à arrêter de fumer. Il y a derrière d'autres personnes qui ont arrêté, qui le motivent, qui lui donnent des conseils. Donc c'est une vraie communauté et l'engagement sur cette page est hyper important. Bon, là, on a quelques exemples de posts. Bon, c'est on l'a mis, c'est une thématique Noël en ce moment. C'est le moment. Je ne vais pas tomber. Mais voilà, donc l'idée c'est d'animer cette communauté avec en fait ce que on va dire les insights que les gens ont dans leur arrêt du tabac. Je vois que tu me regardes. Non, mais j'allais juste conclure aussi. Il y a des communautés autour d'intérêts autour d'une marque. Et il y a Leroy Merlin aussi, tous les fans de bricolage en fait sont assez connectés. Et voilà. Merci. On parle d'une deuxième tendance qui émerge déjà et qui sera encore plus forte en 2022, qui est vraiment l'appropriation des contenus. Donc on avait des contenus qui étaient plutôt figés, en tout cas avec Instagram, avec des contenus très jolis, avec une icono très léchée, chiadée, etc. On l'a vu en 2021, en 2020 déjà au début, et en 2021 ça a continué et ça le sera encore mieux en 2022, encore plus. On parle de contenu maintenant quick and dirty ou du craft content, en tout cas des contenus qui sont finalement pas si travaillés que ça, mais très très faciles d'appropriation. Et en effet, c'est TikTok qui a apporté cette nouvelle. Tu vas pas me contredire, Théa, qui travaille avec moi, qui maîtrise mieux TikTok que moi sans doute, mais qui vraiment a lancé en fait ce type de format. Aujourd'hui, on est quand même à 3 milliards de téléchargements. En tout cas, c'est bientôt, on va atteindre les 3 milliards de téléchargements. Donc la plateforme vraiment 2022 prendra encore plus d'ampleur. Et ces formats, donc je l'ai dit, qu'on appelle un peu craft content, qui sont vraiment des formats qui sont très rapidement conçus, qui sont très faciles d'appropriation. L'idée vraiment, c'est qu'on puisse s'approprier le contenu et le diffuser surtout, et le partager. Donc là, je ne vais pas raconter tout ce qui s'est passé en 2021, mais c'est surtout pour vous dire qu'en 2022, on ira encore plus vers ce type de contenu. On a vu La Redoute, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec 200 millions de vues. Bon, c'était le plus gros succès 2021 sur TikTok, avec un challenge. L'idée, c'est vrai que c'est assez facile, même quand on n'a pas de compte, de lancer des challenges sur TikTok. Donc pour les marques, c'est un chouette réseau, parce qu'on n'est pas obligé de s'installer sur un réseau, on n'est pas obligé de travailler une ligne éditoriale très précise. L'idée, c'est vraiment de proposer un challenge, comme La Redoute l'a fait, avec, je le disais, 2 millions de vues, donc gros succès. L'idée, c'était vraiment de partager ces vidéos avec une musique qui était préconçue spécifiquement pour la campagne, et les gens pouvaient partager leurs vidéos avec des habits de La Redoute, évidemment, pour valoriser la marque. Donc voilà, TikTok et ce type de contenu est assez important à prendre en compte pour 2022. Peut-être à rajouter sur cette vague TikTok qu'on suivait, qu'on pressentait, là où les marques n'osaient pas y aller en disant ouais mais TikTok c'est pour les jeunes, puis ça va dégrader un peu notre image. Et là en fait ça a bousculé aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné la marque s'oublie un peu, nous on est un peu des gardiens un peu de chartes graphiques, de lignes édito, et là où déjà elle devait faire un peu un effort quand elle travaillait avec des influenceurs en disant va falloir s'attaquer, on cherche son audience et on va plutôt adopter, l'influenceur va rester sur sa ligne éditoriale. Là très clairement la marque doit se mettre au niveau je dis bas mais peu importe, c'est pas plus bas, mais au niveau du compte, et du coup vraiment ça va changer, et on l'a vu. Oui, je vois ce que tu veux dire. Elle doit s'adapter le plus naturellement possible, voilà, en fait, au code des gens, des utilisateurs et des usages, en voilà. fait. Elle va oublier finalement, enfin pas oublier, elle va intégrer ce qu'elle est dans le comportement en fait de ces TikTok. Je te laisse peut-être développer. Ce qu'on remarque aussi, c'est pas seulement les marques du luxe par exemple utilisent vachement le réseau TikTok. En exemple phare, on a Balenciaga qui sur TikTok, je sais pas s'il y a des, je crois pas qu'on ait mis d'exemple, mais bon, je vous inviterai à aller regarder ce qu'ils font. Mais ils ont complètement cassé les codes du luxe et de la mode pour vraiment préempter les codes des TikTokers. Donc ils ont
ils prennent des vidéos tournées à l'iPhone pour la plupart du temps, où ils jettent un sac dans un toboggan et ça fait un contenu pour un sac Balenciaga bien sûr, dans un toboggan et ça fait un contenu TikTok. Donc ils reprennent en fait ce que les gens en fait créent sur TikTok, l'adaptent avec leurs produits et ils vont du coup le publier sur le réseau. Et autre tendance dans cette appropriation en fait des contenus, en fait on n'a pas besoin de faire du beau pour fonctionner en fait sur les réseaux sociaux, et ça c'est quelque chose qu'on remarque en fait depuis 2-3 ans, où les marques, alors effectivement il y a des marques qui sont dans les marques du luxe, encore une fois, c'est très standardisé, c'est des beaux contenus, c'est des belles images, mais voilà, on n'est pas obligé de créer du contenu bien filé, bien beau. C'est l'exemple d'ailleurs que j'ai mis là, Alice Moitié. En fait, c'est pas une marque, pour le coup, c'est une photographe qui, elle, est très friande forcément du contenu esthétique et très travaillé, et qui mélange contenu esthétique et contenu pris à vif, sur le vif en tout cas. Et on voit bien que ce travail-là, vous irez regarder si vous avez un petit moment, que ce soit sur ses reels, ses IGTV ou ses publications. On voit qu'on est sur de l'instantané, évidemment, comme on retourne aux sources, comme tu disais tout à l'heure, et ça fonctionne plutôt très bien. C'est ça, et puis c'est aussi le sens de l'histoire des réseaux sociaux, où il y a 5 ans c'était Instagram, c'était le beau, c'était l'esthétique. Après il y a eu Snapchat, où les gens ont commencé à utiliser davantage les réseaux sociaux un peu de manière pour se moquer d'eux, entre guillemets, et TikTok en fait a finalement réalisé le sens de l'histoire, et aujourd'hui les contenus sur TikTok sont un peu moins propres qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Et du coup on parlait tout à l'heure d'authenticité, alors c'est un autre sujet, c'est plutôt sujet contenu plus large plutôt que social media, mais même dans le contenu, les marques doivent être de plus en plus authentiques, sincères, surtout dans cette configuration de Covid, entre guillemets. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, du coup, Marie-Hélène, sur cette idée d'authenticité. L'idée, c'est pas de faire des contenus fake, entre guillemets, et peu accessibles, mais d'aller vers un contenu très authentique. Et ce qui est pas simple, la notion d'authenticité ou de proximité, qui peuvent être un peu des mots valises. L'idée, c'est comment en fait on réduit la distance entre la marque et son consommateur, et de façon assez concrète. Et on le verra tout à l'heure, ça va dans le même sens quand on voit l'installation de conversations, quand on voit finalement que la marque devient un facilitateur de liens entre les communautés, et ça fonctionne. Mathieu parlait vraiment de l'exemple de Tabac Info Service. Le format de Tabac Info Service, on l'a pas vraiment beaucoup bougé. Au contraire, on est allé un peu plus loin, et la communauté vit d'elle-même. Pardon, vous m'entendez pas, c'est ça. Voilà. Donc et c'est vrai que nous, ça nous pose aussi souci en tant qu'agence. On a beaucoup lutté contre le côté quand un annonceur venait en disant non mais là, utilisez un iPhone, là il n'y a pas besoin de vous nous sortiez votre l'armada un peu de producteurs. Nous, on s'y opposait un peu en disant il faut on va jouer l'authentique. Et ben aujourd'hui non, on ne joue pas l'authentique, il faut faire authentique. Donc notre rôle d'agence à nous est un peu ailleurs, et vraiment du coup ça rejoint cette dimension un peu de comment on storytell, comment on va le dire tout à l'heure, comment on expérimente, comment aussi la marque se met peut-être aussi au niveau des consommateurs et va être plus audacieuse, va aussi travailler ce rapprochement. Donc ça peut paraître simple quand on dit ça l'est pas tant que ça. Donc c'est une adaptation plus qui doit un peu être en temps réel. Donc ça bouge beaucoup de lignes. On en reparlera tout à l'heure avec les formats. Et du coup, dernier point sur cette deuxième tendance, on parle d'appropriation, mais derrière, il faut que finalement les gens puissent s'identifier au contenu pour que les contenus soient, pour qu'ils puissent s'approprier en fait au contenu. On parle de contenu, mais aussi aux expériences digitales, aux expériences social media qu'on propose à nos communautés. Et derrière, sous-tend aussi, il faut s'adapter aussi aux réseaux, aux plateformes sur lesquelles on va aller. C'est-à-dire, il ne faut pas faire la même chose sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Twitter. Il faut vraiment s'adapter à la cible qui est présente sur ces réseaux. Il faut s'adapter à ce qu'ils vont, au code, à ce que les gens en fait publient aussi sur ce réseau pour pouvoir émerger en fait sur ces plateformes. Et du coup, alors troisième partie, donc là c'est les métaverses, donc ça va être un peu technique dans le sens où
finalement, en fait, là, le contexte, hein, c'est Facebook, le groupe Facebook a changé de nom pour se nommer Meta. Donc, pourquoi Meta? Parce qu'en fait, ils vont investir plusieurs milliards de dollars dans les métaverses. Donc, on va voir un peu ce que c'est les métaverses, hein. On va essayer d'être assez succinct. Donc, l'idée, en fait, là, la question qu'on se pose dans le microcosme social média, c'est est-ce que les métaverses, est-ce que les réseaux sociaux finalement se joueraient pas ailleurs? Et donc là, vous allez comprendre ce que sont les métaverses. En fait, les métaverses, c'est en fait des mondes virtuels immersifs où l'utilisateur va être immergé en fait dans une expérience, alors de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Finalement, les métaverses, il n'y a pas encore une définition précise de ce que sont les métaverses, mais en tout cas, le point de départ, c'est effectivement une immersion dans un monde virtuel où l'utilisateur va pouvoir mener des actions. Ouais. Mais est-ce que les NFT, tu sais, moi j'entends parler, alors je sais pas vous si vous avez besoin d'éclairage là-dessus, moi oui je veux bien. NFT, est-ce que ça fait partie des métaverses? Le truc, j'ai vu que sur Insta on pouvait s'acheter des habits virtuels pour améliorer notre feed, donc pourquoi pas mettre, je sais pas moi, 5 000 € dans des habits virtuels, enfin c'est un truc qui me dépasse un peu, c'est pour ça je suis très contente que tu sois là. Est-ce que NFT ça fait partie de ces métaverses? Est-ce que c'est la même mouvance ou pas du tout? Alors moi je suis pas expert NFT, mais en tout cas le NFT fait partie finalement de... Ouais, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Les NFT c'est les jetons non fongibles dans sa traduction française, et en gros ça va être, je vais caricaturer hein, parce que je pense qu'on pourrait y passer la matinée là-dessus, mais en gros c'est les bitcoins, c'est une monnaie virtuelle et c'est finalement le premier exemple de NFT. Après les NFT qui arrivent en ce moment, effectivement il y a les vêtements virtuels, mais il y a aussi les œuvres d'art, où à Hong Kong il y a je crois que c'était le week-end dernier, il y a eu une exposition d'art NFT, donc dans des iPads qui présentaient des œuvres digitales NFT. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les métaverses? En fait, alors soit après là on fait un peu de la science-fiction dans le sens où aujourd'hui on ne sait pas exactement où ça va aller, mais finalement les NFT, les bitcoins vont composer en fait les métaverses. C'est-à-dire que potentiellement le Bitcoin sera la monnaie d'un métaverse, et les NFT par exemple on pourra acheter, comme on le fait et on reviendra après sur Animal Crossing par exemple, on pourra s'acheter une collection de vêtements sur un jeu vidéo et donc dans un métaverse. Parce que c'est 1, 2, 3, 4 métaverses. C'est pas les métaverses. Oui, c'est un métaverse. Voilà. Après les métaverses du coup c'est pas forcément quelque chose de nouveau, en fait les métaverses finalement c'est un monde virtuel. Alors il y a une vingtaine d'années il y avait Second Life, donc je sais pas si des gens étaient inscrits sur cette plateforme, mais en gros je crois pas. non. Mais en gros c'était un peu les Sims, mais en mode communautaire, donc on était avec d'autres gens du monde entier et on avait son avatar et avec qui on menait des actions, donc on discutait, on allait boire un verre, donc un verre virtuel. Mais voilà, finalement les métaverses c'est pas quelque chose de nouveau, et encore une fois les métaverses sont très liés en fait aux jeux vidéo, puisque les métaverses aujourd'hui les plus on va dire ceux qui ressemblent le plus à des métaverses, c'est les jeux vidéo du type Fortnite, du type Pokémon Go potentiellement un métaverse, était un métaverse avant d'être un métaverse. Mais et du coup, enfin sur Pokémon Go, pourquoi on peut le considérer comme un métaverse? Parce qu'on est dans la réalité augmentée. On peut acheter des objets pour son expérience de jeu, et puis on a un avatar, on a un personnage en fait qu'on joue, et il est à notre image. Donc Pokémon Go est un exemple. Facebook, il y a 2 ans, juste pendant le premier confinement, ils ont lancé Workrooms, donc qui est on va dire un add-on à Workplace, où en fait on est immergé dans un métaverse, donc dans une salle de réunion. On a notre casque de réalité augmentée et on peut discuter avec notre avatar, avec nos collègues.
Donc ça c'est le premier, donc ça c'est Facebook qui l'a lancé il y a 2 ans, et dans les autres types de métaverse, donc il y a Fortnite, il y a aussi Animal Crossing, voilà, donc on est quand même assez proche en fait des jeux vidéo, parce que c'est là où il y a finalement le plus de fonctionnalités qui se rapprochent des métaverses, mais demain on pourra éventuellement être dans un métaverse simplement pour regarder un film par exemple, ou par exemple pour travailler comme sur Workrooms. Ça peut être aussi, effectivement, comme tu parlais de Second Life, hein, où là, il y a 20 ans, les marques se disaient qu'est-ce qu'on fait, on y va ou pas, parce que les marques font partie de la société. L'idée là aussi, hein, pour une marque, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire de ça. Est-ce que les métaverses, on est aussi dans une approche, même si c'est virtuel, de rapprochement des individus. Donc ça peut permettre aussi en tant que marque, si on y est présent, de créer des conversations et d'en faire des lieux d'échange virtuels avec son consommateur. Donc c'est à surveiller vraiment de très près et de voir comment on va se positionner en tant que marque sur ce système-là. Mais il y a un vrai truc quand même qui va se jouer. Il y a 20 ans, il n'y avait peut-être pas toute la technologie qui permettait d'être dans une représentation virtuelle. Aujourd'hui, elle est là. C'est quand même un gros signe, le fait que Facebook c'est notre méta. Donc il va y avoir un booster, donc il ne faut pas louper non plus ce passage. Et surtout, dans Second Life, il y a 20 ans, il y avait déjà des marques qui faisaient de la publicité dessus. Et pour les marques, aujourd'hui, les opportunités, elles sont... elles sont un peu illimitées, dans le sens où un métaverse, on peut créer autant d'expériences qu'on veut. Sur Fortnite, on peut faire un peu ce qu'on veut. On ne peut pas tout faire, mais aujourd'hui, en fait, on va noter 3 grandes opportunités pour les marques sur cet univers des métaverses. Et encore une fois, métaverse, aujourd'hui, on va plutôt parler des jeux vidéo. Il y a, comme tu le disais, Marie-Hélène, plutôt d'être comme une opportunité de placement média. Il y a 2 mois, il y a Canal+ qui a annoncé, qui a fait une campagne publicitaire d'affichage dans GTA pour le lancement de sa nouvelle série Validé. Donc Validé, qui est une série sur le rap. Du coup, ils ont été sur GTA, qui est quand même une communauté assez proche en termes de centre d'intérêt. Ensuite, il y a une opportunité pour faire découvrir ses produits. Typiquement, sur Animal Crossing, sur Fortnite, il y a eu plein d'exemples. Je peux citer Gémeaux qui a annoncé sa collection, sa nouvelle collection en fait directement sur Animal Crossing. Donc ils ont mis au format Animal Crossing leur nouvelle collection. Et la troisième opportunité, et là c'est là où on peut aller vraiment plus loin, c'est vraiment d'immerger le consommateur, son client, sa communauté dans une expérience et dans l'expérience de sa marque. Et là, on peut citer Carrefour qui a fait une expérience sur Fortnite. On peut citer aussi Apéricube qui a lancé à Pâques la chasse au cube sur Minecraft. Donc voilà, il y a ces 3 opportunités. Donc une opportunité plutôt placement média, une opportunité plutôt un peu présenter sa collection et du coup de la même manière proposer une expérience avec ses produits, et immerger aussi, créer une expérience de marque dans les jeux vidéo. Et du coup on va passer à la 4e, donc l'audio comme nouveau territoire de relationnel. Donc l'audio aujourd'hui, on parlera un peu plus tard du podcast, mais là on va vouloir vraiment voir comment on peut créer des relations en fait avec ces communautés et du coup des relations plutôt audio. Le premier le premier réseau qui nous vient en tête, donc en 2021 sur cette partie audio, ça va être Clubhouse, qui du coup c'était au tout début, premier semestre 2021, donc qui est sorti. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça marche encore ou pas? Alors la réponse est oui et non.
Non, parce que en fait, Clubhouse, ils n'ont pas réussi finalement à convertir leur succès, le buzz qu'ils ont pu créer. Il y a eu beaucoup d'utilisateurs au départ. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Ils n'ont pas réussi, et c'est là un peu le facteur clé de succès d'un réseau social, c'est la monétisation de son audience. Ils n'ont pas réussi à monétiser leur application. Et ils ont aussi pêché dans la mise à jour de leur ergonomie, qui est quand même assez complexe. Le parcours d'installation, d'inscription est quand même assez complexe. Donc, et c'est resté finalement un réseau de niche. Aujourd'hui, il est encore utilisé, mais finalement, il est beaucoup moins utilisé. Mais en même temps, est-ce que ça marche? La deuxième réponse, c'était oui, parce qu'ils ont réussi en fait à montrer la puissance de l'audio sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, LinkedIn, Twitter, enfin LinkedIn sur sa roadmap a la création en fait de room de la même manière en fait que sur Clubhouse. Et à côté, en fait, Twitter, ils ont lancé donc il y a quelques mois pour tous les utilisateurs du monde. D'abord, c'était un test aux États-Unis, mais ils ont lancé les Twitter Spaces où finalement c'est on va tirer le trait, mais c'est à peu près la même chose que Clubhouse, mais sur Twitter. Donc l'audio est aujourd'hui important pour partager des choses, pour partager des sons, et on va le voir après pour certaines marques, mais aussi pour échanger avec ses pairs, échanger avec sa communauté. Quelques exemples de marques qui ont utilisé aujourd'hui donc plutôt les Twitter Space que Clubhouse. Il y a Netflix qui en fait assez régulièrement. Alors, des fois, c'est plus débriefs de séries, débriefs de films, d'épisodes, etc. Donc là, on va dire que c'est plutôt classique. Là, dernièrement, ils ont partagé un Twitter Space où finalement, ils invitaient la communauté Netflix à s'asseoir autour du feu, et du coup pendant ce live audio, ils partageaient des sons et des bruits de cheminée. Et les influenceurs aussi, et là aussi c'est un signe que c'est quand même une tendance à surveiller. Les influenceurs aussi s'y mettent, ils utilisent les lives pour partager, pour discuter avec leur communauté, donc plutôt là sur Twitter, pour discuter avec leur communauté, échanger, partager leur expérience, etc. Donc voilà, l'audio reste quand même surveillé, et on reviendra juste après sur l'audio et aussi les expériences, les contenus qu'on peut créer autour de l'audio et sur les réseaux sociaux. On arrive à notre dernière partie. On va échanger tous les trois. Mais sur quel format devons-nous tous miser en 2022 ? C'est une vaste question. On y a réfléchi tous les trois. On parle toujours d'infobésité. On en parlait déjà il y a quelques années. Le fait de se dire qu'il y a beaucoup d'informations. Nous, en tant que médias et les audiences, en tant qu'audience, on reçoit beaucoup de choses. On a beaucoup de canaux. On en parlait. C'est pas pour rien que Clubhouse, à mon avis, c'est un petit peu amenuisé. A été récupéré comme par Twitter, comme un peu Snapchat d'ailleurs, avec Instagram et les filtres. L'idée, c'est de se dire que aujourd'hui, on a accès à beaucoup d'infos, etc. Même nous, en tant que médias, avec Théa, on anime Surf and the City déjà, pour être présent sur Instagram, TikTok, avoir un média qui roule au niveau éditorial, passer le bon message, c'est déjà pas évident. Donc d'aller exploiter toutes les sources comme ça, c'est pas facile. Donc ce qu'on se dit, c'est qu'on va vers de plus en plus du slow content. On en parlait en 2021, ça sera aussi le cas en 2022. En tout cas, on va pas opposer slow content et snackable content, mais on va essayer d'utiliser un petit peu ces formats différents, parce que l'idée, c'est d'évidemment parler aux audiences avec le bon message au bon moment, ça on le sait. Et comment on fait ? On va utiliser le meilleur format possible. Et le meilleur format possible, c'est de s'adapter, on se disait tous les trois, à la plateforme qu'on va utiliser. Sur Instagram, on ne va pas utiliser les mêmes codes, on ne va pas proposer les mêmes formats évidemment que sur TikTok ou Twitter. Ou encore Clubhouse, même si ça m'amuse un petit peu. Et on parle donc sur les snackable content, ou en tout cas les contenus un peu plus courts, notamment sur TikTok, Insta, évidemment, c'est la vidéo qui prendra le pas. Donc on le savait déjà, mais en 2022, ça sera encore plus. Je parlais avec l'agence R2 qui produit pas mal de vidéos et des documentaires, donc du contenu long et du contenu court. Il me parlait de self-cast, et je trouvais que c'était un terme intéressant. On parlait de broadcast, nous, dans notre génération. On peut parler aujourd'hui de self-cast, ça veut dire que tout le monde aujourd'hui peut produire son propre contenu. Avec, nous, là, on est arrivé avec notre trépied, on aurait pu prendre une ring light à la manière des influenceurs et produire un contenu qu'on diffusera nous-mêmes.
On ne va pas attendre que la presse au futur fasse son contenu bien cut et bien monté. On va le proposer nous-mêmes. Bref, c'est un exemple pour vous dire qu'aujourd'hui, le contenu est facile à proposer, facile à produire, et que sur le contenu court, en tout cas, et on le disait tout à l'heure, les contenus authentiques, et alors dirty and quick, je ne suis pas sûre qu'ils soient dirty, mais en tout cas, ils sont faciles à produire. Et puis, il y a le slow content, on en parlait, le contenu qui est parfois, et qui commence à émerger, qui a émergé en 2021, et je trouve qu'il va, moi en tout cas c'est mon point de vue, on va en avoir de plus en plus besoin en 2022 pour se poser, pour avoir un temps de lecture un peu plus long, notamment du web docu, justement on en parlait, qui soit redirigé vers les réseaux sociaux. On parlait d'autres contenus longs. Il y a le podcast aussi qui reste quand même un format de slow content où on prend le temps d'écouter, de consommer un contenu, donc là plutôt audio. Ouais. Puis après, c'est une tendance globale, parce qu'au-delà des réseaux sociaux, Society, qui a sorti un hors-série sur Dupont de Ligonnès, je ne sais pas si vous vous rappelez, une espèce de 64 pages, en tout cas un joli magazine, qui a été en rupture très vite, au bout de 2 semaines. Ça a fait le carton de l'été, parce qu'on avait besoin de ce temps d'enquête, de lecture un peu plus longue, d'enquête, reportage, en tout cas d'investigation journalistique et éditoriale. Et là aussi, on s'en rend compte, même sur les réseaux sociaux, on a besoin de temps de compréhension, de temps plus long. Alors si j'arrive d'ailleurs sur Instagram, aujourd'hui, même les influenceurs, finalement, cut un petit peu leur blog, ou en tout cas sont peut-être moins présents sur des plateformes de blog pour aller raconter leurs histoires de manière beaucoup plus longue et étayée sur le réseau lui-même. C'est vrai que je trouve que c'est une question qui est toujours un peu difficile de dire ça va être quoi le format de demain, ça va être quoi la tendance. Je pense qu'on n'a jamais autant testé de formats, autant aller puiser, mixer, agréger des formats pour séduire l'ensemble des audiences, et notamment les plus jeunes. Là, pour recouper peut-être, alors nous on a une approche qui se dit finalement on va plutôt penser à, encore une fois, quels sont les individus aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils sont capables en fait d'absorber, sachant que tout ça va très vite. Donc on va vers une espèce de mixité de contenu qui évidemment s'adapte en fonction du média qu'on va utiliser, et au-delà même des réseaux sociaux. Donc comme je vous disais, nous on n'est pas une agence social media, donc on a une approche assez écosystémique. Donc c'est l'intégration du social media avec d'autres types de médias possibles, plus en associant cette dimension d'expérience et d'immersion. Et l'audio, donc on appelle podcast, et vous en avez tous entendu parler, vous êtes des professionnels aussi de la presse. Ce qui est intéressant, c'est évidemment que tout d'un coup, au-delà d'un média, on parle d'un format qui n'est pas que de la vidéo, et qui coche pas mal de cases, puisqu'il intéresse les millennials et pas que. C'est un média qui, mine de rien, a une empreinte environnementale beaucoup plus faible que la vidéo, parce que ça, c'est un élément qui compte également. Donc on a tout un tas de contraintes aujourd'hui aussi à prendre en compte. C'est un format qui permet aussi d'aller un petit peu plus vite en termes de production. Et évidemment, on est sur le son, on est sur une dimension sensorielle assez minimaliste. Et du coup, on rejoint cette dimension un peu d'émotion et d'authenticité. Et là, c'est important, c'est-à-dire qu'on arrive à aller toucher, comme ça, à rapporter. On parle un peu de la dimension un peu du brand content, dont a beaucoup parlé Daniel Beau, et cette dimension un peu du récit qui intègre aussi aujourd'hui, au-delà même du storytelling. Et quand on parle du récit, on en a tous fait l'expérience, et notre expérience d'enfant, on est dans l'émotion. Et donc c'est ça qu'on va aller chercher, c'est aller toucher notre audience, notre public, avec des contenus, donc comme tu disais, beaucoup plus, peut-être pas dirty, mais dans tous les cas, beaucoup plus simples. Alors je fais peut-être un petit raccourci, mais ça va aussi dans le sens aussi un peu de cette attente de sobriété, de frugalité, d'être moins dans les pattes, ce qui est quand même un tournant, puisque les réseaux sociaux, quand même, c'était le règne du filtre, du beau et de l'esthétique, et aujourd'hui, on se déshabille un tout petit peu plus. On défiltre, on va plus vite, et surtout on expérimente. Et cette dimension d'expérimentation fait que, peut-être sur l'autre slide, il faut aller chercher un petit peu partout. Nous, on travaille comme ça à l'agence. On est assez tête chercheuse, on n'a pas d'a priori. On se dit, et puis on teste, on innove, parce que de ce dont on se rend compte, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Il y a,
On dit il n'y a plus de vidéos. Ben non, il y en a encore un peu, mais elles prennent d'autres formes. Elles prennent la forme de séries. Elles sont très courtes. On l'a vu avec Insta, avec TikTok, etc. Donc on est dans un esprit Reels. Donc qui veut dire aussi qu'on va aller vers l'authenticité. C'est-à-dire que demain, vous êtes une marque, un dirigeant qui fait une marque qui souhaite adresser ses vœux à son public. Ben peut-être que c'est le dirigeant qui doit prendre la parole ou des collaborateurs et le faire avec un format vidéo très simple. Et c'est très efficace parce que la carte de vœux de fin d'année, c'est toujours un peu compliqué. Parfois, il faut peut-être aussi se simplifier les choses et les réseaux sociaux le permettent. Alors, quand on a dit du court sur les vidéos, on fait moins long parce qu'il y a pour tout un tas de raisons et bing, on voit apparaître le documentaire de marque. Et là, non, c'est le slow content, c'est le temps. Alors bien sûr, du coup, on revient à une dimension, si on remet du content, et ça s'applique aussi aux réseaux sociaux, c'est qu'à partir du moment où je suis intéressant, je vais peut-être pouvoir capter mon mot d'audience et elle va rester avec moi. Donc on est plutôt sur une approche du sujet plutôt que et c'est le sujet qui va nous dire quel format je vais adopter en fait. C'est pas tellement quand nous aujourd'hui on a des appels en disant tiens ce format-là on voudrait le revoir, dire non. C'est quoi encore une fois, on revient à un fondamental, c'est quoi ta problématique, c'est quoi aujourd'hui ton audience, qu'est-ce que tu veux, on va te dire si aujourd'hui c'est le bon format encore. Et évidemment la dimension du jeu qui reste assez forte. Pendant très longtemps il y a eu les Serious Games, mais il y a d'autres jeux et là derrière encore une fois c'est pas le jeu en tant que tel qui est intéressant, c'est pourquoi le jeu. Et ce qui est intéressant derrière, évidemment, c'est l'échange. C'est-à-dire que d'abord, c'est pas le jeu toujours tout seul, ça peut être le jeu aussi en ligne. Et on est, ce qu'on voit là, encore une fois, c'est l'horizontalité. C'est aussi une histoire d'égalité entre la marque et son audience. Et c'est ça qu'il va falloir travailler. C'est ce qu'on met derrière quand je reviens à l'étude qu'on vous a présentée, qu'on a conduite. C'est l'horizontalité, la conversation, cette proximité, c'est me parler à moi et de mes problèmes. Alors c'est peut-être un peu rude quand je dis ça, mais c'est vrai qu'on a tellement parlé de recherche de sens, c'est encore vrai, mais aujourd'hui, ce que veut entendre... Aujourd'hui, ce sera peut-être moins vrai demain, mais aujourd'hui, ce qu'on veut entendre, c'est que la marque se préoccupe de moi en tant qu'individu et de mon cercle relationnel proche. Et après, un autre point qui est important, là on a parlé de beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu, on va dire, un peu plus riche. Il ne faut pas oublier aussi le format statique, qui reste quand même un format qui fonctionne. Donc sur des problématiques de conversion, de problématiques de génération de trafic. Le statique fonctionne bien. Et puis aussi en termes d'engagement, le statique est... d'engagement, donc là d'interaction on va dire, il permet aussi d'engager sa communauté. Après il y a aussi un point qui est important, on parlait de cible, etc., d'appropriation. Il faut que les contenus aussi correspondent à ce que les cibles attendent. Là on était sur une problématique de santé et de sensibilisation à la santé auprès des jeunes, donc des 16-25 ans. Une cible qui est assez compliquée à adresser sur les réseaux sociaux parce que ils ont des consommations de contenu qui sont complètement différents et hyper volatiles. C'est-à-dire qu'un jour, ils vont consommer un contenu de 20 minutes sur YouTube et après, sur Instagram, ils vont pas le consommer. Enfin, 20 minutes, c'est beaucoup trop pour Instagram. Mais voilà, ils ont une consommation de contenu, vidéo notamment, assez volatile. Du coup, il faut être hyper vigilant avec cette cible et je pense qu'on pourrait conclure là-dessus sur sur les réseaux sociaux, il faut tester. Donc, il faut tester plusieurs messages, plusieurs manières d'adresser ce message à une cible. Tester le format 1 minute 30, tester le format 30 secondes, tester le format 15 secondes et voir en fait derrière ce qui fonctionne le mieux. Les réseaux sociaux, c'est un peu le seul média où on peut se permettre de tester plusieurs formats. Et il faut pas hésiter à tester format court, statique, tout en fait, et pour voir lequel fonctionne le mieux et parmi toutes les tendances qu'on a vues bien sûr aujourd'hui.
Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin. Est-ce qu'on résume peut-être avec juste des points clés pour 2022, slow content, contenu où on prend un peu plus le temps, du contenu plus court aussi, avec le snackable, on appelait ça comme ça maintenant, et toi tu dis quick and dirty, mais l'ambiance TikTok en effet, de faire du contenu finalement assez vite réalisé, mais qui soit très parlant et qui s'adresse directement à la cible. On a l'audio. L'audio, les expériences immersives, Métaverse. les métaverses, mais le podcast, l'audio aussi, c'est une expérience qui peut être considérée comme immersive. Et surtout, je pense qu'il faut écouter en fait sa communauté. Ouais, on n'a pas parlé beaucoup des communautés, mais en effet. Voir voir ce qu'ils usages. consomment, ce qu'ils vont consommer comme contenu, comment ils vont s'engager, et puis aussi sortir un peu de sa zone de marque, c'est-à-dire on a un peu tendance à s'auto-écouter sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on va écouter ce que pense notre communauté, mais il faut aussi sortir de sa zone de marque, c'est-à-dire aller écouter les tendances qui peuvent graviter autour des marques, celles qui peuvent aussi correspondre à la concurrence, comment la concurrence va publier du contenu, quel format ils vont utiliser, et écouter aussi notre communauté, elle est potentiellement aussi elle fait d'autres choses sur les réseaux sociaux et sur le digital, et c'est aller voir aussi ce qu'elle va faire, ce qu'elle va consommer par ailleurs, pour derrière voir s'il n'y a pas des opportunités pour nous, pour les marques, pour les entreprises, pour aller adresser et toujours être dans le format un peu idéal et optimal. Merci beaucoup, merci Mathieu, merci Marie-Hélène ici Barbès d'être venue avec moi sur cette présentation des tendances social media. Il nous reste quelques minutes pour des questions. Si toutefois vous avez des questions concernant les cas qu'on aurait pu vous présenter, les tendances à venir ou tout simplement questions auprès de deux agences qui travaillent avec des marques un peu au quotidien, n'hésitez pas, je vais vous faire passer un micro si quelqu'un a une question ou deux ou trois. On est là pour y répondre, on reste 5 minutes. Merci, bonjour. Bonjour. Petite question, est-ce que vous disiez que TikTok n'était plus adressé uniquement aux jeunes? Est-ce que vous avez un petit peu une idée vers quelle tendance ça évolue? Est-ce que ça se diversifie beaucoup ou ça reste quand même sur... Ça reste majoritairement des jeunes. Après, alors j'ai pas les chiffres exacts. Déjà, c'est à partir de 13 ans, parce que les réseaux sociaux sont interdits en dessous. Mais c'est 13-18 le cœur des utilisateurs. Après, ça tend en fait à aller vers les 25. Et un peu comme tous les réseaux sociaux, finalement, en fait, on tend à vieillir au fil du temps. En fait, la communauté des utilisateurs vieillit. Snapchat, au début, c'était qu'un réseau de jeunes. Aujourd'hui, c'est devenu plutôt un réseau de trentenaires davantage, et presque familial. En fait, ce sont les premiers utilisateurs qui, en grandissant, tirent le réseau vers les âges plus lointains. C'est ça. Et puis après, il faut aussi... les réseaux sociaux, là, on parle des tendances 2022, mais les tendances 2023 seront complètement différentes, potentiellement. Du coup, peut-être que les gens vont se lasser de TikTok, mais là, c'est pas ce qui est en train de se passer pour 2022. Mais en tout cas, il faut toujours être ce que je disais à la fin, en fait, il faut être à l'écoute. Et si notre cible, si notre marque s'adresse aux jeunes, potentiellement, il faut tester les choses sur TikTok. Ouais. Quelqu'un veut poser une question? Tout va bien? Bon, écoutez... Ah, alors attends, j'y vais. Je vais essayer de pas tomber. Bonjour, merci beaucoup. C'était très intéressant. J'avais une petite question. Je voulais savoir, on parle beaucoup des marques et surtout du secteur privé. Je voulais savoir ce qu'il en était pour le secteur public, à savoir les institutions, comment elles peuvent se positionner, le gouvernement. Est-ce que vous accompagnez des organisations du secteur public, par exemple, et quelles sont vos problématiques? Alors, nous, chez Barbès, on accompagne du coup l'assurance maladie, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, autour des problématiques communautaires, c'est-à-dire toutes les logiques de problématiques de santé et comment on peut créer une communauté autour de cette problématique de santé. On gère donc la page Facebook pour mal de dos et la campagne donc Le Bon Mouvement.
et Tab Info Service, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Les problématiques qu'ils ont, ça va être plutôt des problématiques de... là, c'est de la prévention santé. Donc, c'est comment faire passer le message, finalement, de la bonne manière, avec le bon format, et auprès de la bonne cible. Typiquement, Tab Info Service, on va être plutôt sur un peu toute tranche d'âge, finalement, parce que on veut... tous les fumeurs, les fumeurs ont une démographie hyper large. Après, mal de dos, le bon mouvement, on est plutôt sur une cible plutôt plus de 40 ans, là où le mal de dos intervient vraiment. Donc les problématiques, ça va être plutôt le bon message, la bonne personne et le bon moment, quoi. Et du coup, le bon message derrière, c'est toute cette logique aussi, et c'est une problématique de communication de santé et de prévention de santé, c'est l'accessibilité de l'information, c'est-à-dire que les gens, quel que soit leur niveau d'études, quel que soit leur milieu, en fait, puissent comprendre le message qu'on leur fait passer. Donc derrière, il y a une logique aussi de rédaction et de conception, où il faut que notre concept social media, notre stratégie social media, les messages qu'on va adresser, soit le plus universel possible. Et peut-être pour ajouter sur ce plan-là, justement, les institutions publiques et tout le secteur non marchand, en fait, dont l'objectif est peut-être de faire modifier un comportement. On a beaucoup de clients sur le CARE, sur l'institutionnel. On a beaucoup on a pas mal accompagné Bercy aussi sur les campagnes de sensibilisation, et notamment on sait que sur ces sujets dits plus institutionnels, on a justement des difficultés à toucher les plus jeunes, parce que sinon les plateformes publiques sont vraiment très, très bien faites en termes d'information. Le problème, c'est de les embarquer et d'y aller. Et donc là, les réseaux sociaux sont assez puissants. Et nous, dans toute campagne qu'on propose, il y a forcément, au-delà des comptes qu'on gère en direct uniquement social media, on intègre du social. Alors avec des mécaniques, soit on passe par des influenceurs, soit on passe par des campagnes plus classiques, mais c'est vrai qu'on adapte à chaque fois. Et pour le coup, je trouve que c'est l'émergence un peu de la dimension communautaire est assez puissante pour modifier les comportements, et du coup pour accompagner les institutions publiques qui ont cette mission de sensibilisation, puisque du coup on a un message qui dans une première étape va peut-être va être descendant, mais après en fait va se diffuser, va ruisseler de façon horizontale grâce en fait à ces relais d'opinion. Et il ne s'agit pas que d'influenceurs, c'est-à-dire que toute la communauté influence les autres communautés et elles grossissent. Et ça, c'est vraiment un vecteur puissant qui n'est pas à négliger. Et donc, bien sûr, et tout au contraire, les institutions publiques, les associations ou autres, ont leur place sur les réseaux sociaux. Et puis du côté de Tecoff, je travaille moi pour le Crédit municipal de Paris, donc, qui propose des prêts sur gage, etc. Donc une institution qui date de 1879, si je ne me trompe pas. Alors contrairement à toi, il ne s'agit pas du tout de communauté. En revanche, ils nous ont briefé, c'est un discours très descendant, mais ils avaient une quantité de brochures incroyable. Ils nous ont briefé vraiment pour un contenu 100% social media, avec une charte graphique et une charte éditoriale à proposer sur Instagram notamment, sur YouTube et sur Facebook. Donc c'était intéressant, et LinkedIn. Donc intéressant de se dire qu'on a vraiment été briefé pour proposer des formats différents, très descendants, qui racontent la vie et les services proposés par l'institution, qui est Crédit municipal de Paris, et pour vous dire qu'ils souhaitaient vraiment être très présents et d'une manière professionnelle sur l'ensemble de ces réseaux. Oui. Je trouvais ça très intéressant ce que vous disiez sur les marques de luxe et justement comment on fait pour passer d'une production hollywoodienne quand on est sur une marque de luxe ou qu'on a des boîtes de prod comme vous disiez, des monteurs, des cadreurs, etc. et qu'on fait des trucs ultra léchés. Comment on fait pour passer à TikTok? Comment on explique aux équipes qu'il faut faire faut tester des choses, faut expérimenter c'est extrêmement difficile. En fait, Balenciaga, ils ont effectivement un compte TikTok quick and dirty, donc c'est-à-dire c'est vite fait, c'est rapide à faire. Après, ça les empêche pas de faire à côté de la mise en avant de produits, de sublimer le produit Balenciaga. Après, le passer de la culture finalement publicitaire à la culture social media, TikTok, ça après c'est effectivement,
comme je le disais à la fin, en fait, c'est en testant en testant, en ayant aussi une équipe qui suit vraiment les tendances, qui suit vraiment les mises à jour, les tendances des contenus, et notamment sur TikTok. C'est comme ça en fait où on va insuffler en fait la culture en interne et dans le service marketing ou publicitaire de ces grandes entreprises. Et ensuite, essayer en fait. C'est très agence en fait. Ça, moi j'ai cette culture-là, très agence digitale, mais c'est vrai que même les boîtes de prod, je trouve qu'elles ont du mal à. Ça dépend. Les boîtes de prod quand même se mettent à jour aussi. Et à l'agence, on n'a pas encore fait de contenu pur TikTok et à la manière de Balenciaga. Mais en tout cas, quand on discute avec les boîtes de production audiovisuelle, ils connaissent les codes et si on leur dit on veut un contenu à la Combini, à la brute, ils savent faire et ils savent derrière monter, créer des montages dynamiques, mettre les bons cartons, les bons éléments au bon moment. Et après, c'est effectivement le rap avec les agences. Les agences aussi portent, insufflent aussi le changement de paradigme dans la création. Ouais. Excuse-moi. Non, parce qu'il y a un truc d'exécution en fait. On parle de l'exécution, mais tout le travail de conception, c'est le même finalement. Et on y travaille sur des mois, des années. Je pense à General Electric, qui n'est pas du luxe, mais vous irez regarder le compte Insta. Je crois qu'il y a 300 000 followers sur un compte qui est très très bien construit. Et c'est des mois et des mois de préparation, voire des années, avec des piliers éditoriaux bien mis en place, un calendrier de publication ou une grille des programmes qui est bien réfléchi avec une dizaine, quinzaine, vingtaine de personnes. C'est pareil pour Balenciaga. Évidemment qu'ils ont travaillé avec leur agence sur un calendrier édito bien précis. C'est juste qu'en exécution, ils ont à la fois le web docu, comme Hermès par exemple, qui a travaillé avec Frédéric Lafont, Les Mains d'Hermès, un documentaire absolument incroyable sur cet artisanat que propose Hermès. Et puis par ailleurs, des comptes TikTok très quick, comme tu disais, pas dirty du coup, mais très adaptés au code. C'est du travail d'exécution qui est différent et il y a de la place pour tout le monde en fait, je pense. Mais en tout cas, le travail de conception, c'est le même. Et puis surtout, faut pas aller sur TikTok pour aller sur TikTok ou sur ces réseaux en fait. Il faut y aller parce qu'on a quelque chose à raconter, parce qu'on veut quelque chose à la manière de TikTok et parce qu'on veut toucher des cibles un peu plus jeunes. Mais voilà, après c'est aussi c'est une culture à avoir, c'est aussi suivre les tendances et après tester sur une campagne. Et pour revenir effectivement sur les marques de luxe, on l'a tous suivi, elles luttaient un peu sur l'appropriation des jeunes et notamment de la banlieue de leurs marques, et elles ont fini par se dire bon, on va peut-être arrêter ça, on va peut-être voir un peu ce que ça peut nous apporter, et du coup elles ont réussi, après s'être bloquées pendant des années. Elles ont réussi, on l'a vu après sur leur appropriation du street art et tout, elles se sont dit finalement on va jouer les différents codes et ça ne va pas forcément dénaturer la marque. C'est-à-dire qu'on va la tirer un tout petit peu plus vers la population aussi qui a une capacité de diffusion et en fait on va arriver à se dire non, c'est pas parce que on va faire a priori du vite fait que ça va dénaturer ma marque. Donc on réintègre ces codes-là. Et moi je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que on parle du luxe, mais de l'autre côté, il y a le B2B. Et il y a effectivement, on a des demandes de clients, on a des clients B2B qui disent est-ce qu'on fait des trucs sur les réseaux sociaux ? Enfin, on bosse pour Excel, nous. Tu parles de General Electric. Tu dis oui, il faut aussi aller appréhender les réseaux sociaux et c'est une chance parce que vous allez pouvoir vous raconter autrement. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est quand même dans une ère où on cherche à découvrir ce qu'il y a derrière l'industrie. Donc, c'est une façon de lever le voile, c'est une façon d'être aussi d'intéresser sur d'autres secteurs. Et donc, encore une fois, on revient à cette dimension de proximité. Donc, les réseaux sociaux, c'est un formidable tremplin pour travailler cette proximité et finalement, de cette façon un peu paradoxale, cette authenticité. Donc, et évidemment, à intégrer tout ça dans un écosystème. Alors, c'est vrai que pour nous, aujourd'hui, on va dire que c'est super sympa, en fait, en tant qu'agence, de voir un peu la démultiplication des médias. D'abord, ça change aussi le rapport qu'on a avec les marques. Et comme tu disais, on est dans un truc où on va discuter, on va échanger. Elles nous donnent la possibilité d'être audacieuses, elles sont à l'écoute et c'est top, quoi. Voilà. Je crois qu'on doit laisser la place.
Merci beaucoup pour votre écoute. Oui, merci à tous. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. On peut y répondre sur nos LinkedIn respectifs, Anna Rognon-Désiré, Mathieu Bouteau, Marie-Hélène Moudingo. N'hésitez pas à nous contacter. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup d'être venus nous voir. Voilà, on était ravis d'échanger avec vous. À très bientôt.